Salut tout le monde, c'est Stéphanie d'Otaku et aujourd'hui on vous présente les nouveautés de la semaine. Et moi c'est Amé et comme chaque semaine je suis avec Steph pour vous présenter les nouveautés au Québec de tout ce qui sort en termes de manga et c'est parti. Donc on commence cette semaine avec Que reste-t-il de nos rêves des éditeurs Atelier Akatombo, que l'on va se plonger dans un seinen art et société tranche de vie. C'est une série terminée en 2 volumes. Donc là, on va se plonger dans le monde de notre personnage Kyoko, qui vit avec sa fille, sa petite fille et son arrière-petite fille, qui, son quotidien tranquille, va se voir bouleversé par la visite d'une très vieille amie. Donc, malheureusement, son amie va décéder peu de temps après leur retrouvaille. Donc, Kyoko, au gré de ses souvenirs, va remonter le courant des années avec son amie. Donc, elle remonte jusqu'à son adolescence et la période aussi des relations interdites. Donc, c'est vraiment une œuvre très touchante, une tendresse naïve. Le premier tome aborde une belle partie de ses souvenirs avec son ami. Donc, une œuvre vraiment super touchante. C'est quasiment sortez les mouchoirs. Donc, vous allez aimer ce manga si vous avez aimé Autour d'elle et My Broken Mariko. Parce que, pas, ça va quand même parler du sujet du deuil. Donc, c'était Que reste-t-il de nos rêves? Alors la suite c'est Une si belle couleur aux éditions Pika. On a sold out déjà le premier tome, il s'est très bien vendu, fait que je vous présente le tome 2, mais sachez qu'on peut avoir le tome 1 sans problème. Donc on a aux éditions Pika, c'est un shoujo vraiment très classique, axé 100% sur les sentiments et l'histoire d'amour. L'auteur c'est Keiko Iwashita, qui est l'auteur de Mon colloque d'enfer, une série qu'on a vraiment tous adoré à Otaku, genre toute l'équipe est vraiment fan de la série. Fait que nouvelle petite série pour cet auteur. Alors quand je dis petite, effectivement c'est le cas parce que c'est une série qui est terminée en 2 volumes. Les 2 sont sortis en même temps, facile à commencer, facile à terminer. Alors on va y suivre, oh je suis tombée sur un super beau plan que je vais vous montrer, voilà comme c'est beau, regardez ça, comme c'est bien dessiné. Alors dans Une si belle couleur on suit Aya qui est soupçonnée d'avoir eu une relation avec son professeur d'art. Elle est donc rejetée par tous ses camarades et les rumeurs vont bon train. Et puis Aimu, qui est un garçon, lui, c'est un nouvel élève qui vient tout juste d'arriver à l'école. Alors il ne se soucie pas vraiment des rumeurs, hein, parce que lui, il a pas du tout été dans toute cette polémique-là qui est arrivée avant qu'il arrive à l'école. Et donc il va tomber sous le charme d'Aya. Il est vraiment décidé à se rapprocher d'elle, très intimement, de sortir avec elle. Et puis pourtant, la timidité et le manque de confiance d'Aya vont vraiment créer des difficultés pour que cette relation ait bel et bien lieu. Donc shoujo très sympathique à lire, en 2 volumes, comme je le disais, c'est vraiment une histoire qui a un début et une fin très bien maîtrisés, très classique aussi dans les sentiments et le déroulement du scénario. Aimu est quand même plus franc et direct dans sa façon de penser et de sa façon de s'affirmer, donc ça apporte quand même un vent de fraîcheur sur ce type de shoujo où on a souvent des personnages assez clichés, mais là pour le coup on a un personnage masculin qui est vraiment intéressant. Donc si vous avez aimé Mon colloque d'enfer, c'est sûr que vous aimerez ça. Et puis aussi At Ellie, qui était une lecture un petit peu similaire. Alors c'est Une si belle couleur. Alors on poursuit avec Sweet Concrete des éditeurs Kana, que l'on va être dans un shonen aventure Neketsu. C'est un jeune auteur français très talentueux, donc c'est toujours bien à savoir que là maintenant c'est pas un mangaka japonais mais bien français. C'est 3 tomes en cours, donc pour l'instant c'est quand même assez rapidement en cours. Donc, on va se plonger dans le monde avec Asa, qui est une policière et qui vit à Ciel Azur. Elle a un tempérament très impulsif, téméraire. Elle a du mal à obéir aux ordres. Donc, son sens de la justice se manifeste très rapidement, malgré qu'elle n'est pas censée, justement, être aussi impulsive. Alors qu'elle est mise à pied pour insubordination, on n'est pas surpris. Son passé et la disparition de son père refait surface. Donc, ce congé forcé lui permet de tomber sur l'arme de service de son père. Et l'arme est décorée d'un étrange symbole qui va mener Asa à se diriger vers la citadelle, une zone dangereuse de non-droit.
Donc petit à petit, Asa va être entraînée dans quelque chose qui va rapidement la dépasser. Arrive-t-elle à rétablir la vérité sur la disparition de son père? C'est qu'est-ce qu'on va suivre dans cette histoire. Donc c'est un shonen super bien écrit avec un côté enquête policière surnaturelle. Le dessin, une patte graphique spécifique qui vous donne un vent de fraîcheur, je vous dirais, à l'histoire et au monde du manga. Donc les personnages sont bien qu'opportunistes, sont tous super attachants. La thématique familiale est plusieurs fois mise à l'avant. Donc c'est vraiment une super de bonne lecture, quand même pas légère parce qu'il y a beaucoup d'action, mais qu'on va vraiment super aimer. Donc vu que c'est super fluide. Donc vous allez aimer Orion et Skilled Fast. Donc c'était Sweet Concrete. Allez, on continue avec une réédition qui me tient beaucoup à cœur personnellement, c'est Soul Keeper. On a les 2 premiers tomes de la réédition qui sont sortis en même temps. On est aux éditions Panini et l'ancienne édition avait exactement la même apparence que celle-ci. Donc pas d'ajout, pas de rien de spécifique. On est sur un seinen policier, un vrai thriller pur et dur. Et l'auteur c'est Tsutomu Takahashi qui est un auteur que j'adore, c'est l'auteur de Sido, c'est l'auteur de Noin, de Détonation, il a fait énormément de titres, tous très différents, puis tout est juste complètement amazing. Alors, Soul Keeper, on est sur une série qui est terminée en 8 volumes, et donc on va traiter évidemment de policiers, puisqu'on est dans un thriller, mais aussi de surnaturel, et c'est également une intrigue politique. Alors, dans Soul Keeper, on suit Rion, qui est une jeune femme rebelle et lunatique. Elle vient de décéder, puis elle ne fait absolument rien pour bonifier son âme en prévision de sa réincarnation. Elle se la coule plutôt douce, on va dire. Alors, son tuteur, étant très fatigué de son comportement, va l'envoyer en stage aux côtés d'un humain de son choix qu'elle doit protéger. Puis cet humain, c'est le Premier ministre. C'est elle qui le choisit. Hein. Donc le Premier ministre japonais, à qui il ne reste plus que 500 jours à vivre. Et donc elle va devoir protéger le Premier ministre de toutes les attaques qu'il peut subir en politique ou autre. Alors elle va vite réaliser que la vie de l'homme le plus important du pays n'est vraiment pas de tout repos. Et toute l'intrigue va tourner autour de est-ce qu'elle va arriver à remplir sa mission, à protéger le Premier ministre japonais, et puis à acquérir les crédits nécessaires pour mériter sa réincarnation. Donc on a un auteur qui revient ici avec une thématique qui a déjà fait son succès par le passé, les fantômes, donc les morts et la réincarnation, donc avec Sky High qui était une très ancienne série dont probablement aucun d'entre vous ne se souvient, mais déjà excellente. Ce que j'aime aussi en plus, même si c'était pas prévu, c'est que la thématique est quand même assez d'actualité, fait que vous allez pouvoir découvrir pas mal de choses sur les hommes politiques japonais et puis notamment les premiers ministres. Donc le dessin de l'auteur est vraiment très spécifique. Hein. Quand on voit du Tsutomu Takahashi, on le reconnaît tout de suite. Ça ajoute un côté vraiment une signature au manga. Le thématique très original, les intrigues sont vraiment passionnantes, qu'elles soient politiques ou policières. Et puis on a une évolution et une implication de notre personnage principal, Rion, qui sont vraiment très bien construits. Donc si vous aimez déjà les œuvres de l'auteur, vous allez aimer ça. Ou si vous aimez le thriller fantastique, vous allez également aimer ça. Donc Soul Keeper 1 et 2 sont sortis déjà pour la réédition. Donc on continue avec We Must Never Fall in Love. Donc ici on va changer complètement de catégorie avec un shoujo 100% sentiment des éditions Pika, qui est une série terminée en 9 volumes. Donc qui va traiter plus de la thématique sentiment et cohabitation. Donc, on va suivre Sakura et Kaede, qui sont issus de 2 familles différentes. Ils vont devoir cohabiter ensemble à cause de leurs parents. Ils devront tous 2 vivre dans la même maison et aller dans la même école. Donc, Sakura tombe rapidement sous le charme de Kaede. Et Kaede fait ressortir son côté protecteur et a tendance à être ambiguë avec Sakura. Donc, elle ne sait jamais sur quel pied danser avec lui. Ils n'ont aucun instant et les sentiments vont c'est sûr, se développer. Arriveront-ils à faire la part des choses? Donc, c'est qu'est-ce qu'on va suivre dans cette série. C'est un shoujo classique sentimental, ça c'est sûr, on ne se cachera pas. Le côté ambigu de Kaede est de temps en temps drôle. Les situations dans la maison sont cacasses et vont plaire, c'est sûr. Le scénario est adorable et attendrissant malgré tout, malgré que c'est pas du déjà vu, mais que ça reste quand même un shoujo simpliste en soi, niveau scénario. Donc, malgré le fait de sa simplicité, on va tous bien aimer et
On peut voir aussi des super beaux pectoraux également à travers ça. Donc, si vous voulez vous rincer l'œil un peu, ça peut être un très bon manga. Donc, c'est We Must Never Fall in Love. Allez, on rechange complètement de sujet avec le roi cerf. D'ailleurs, il y a un petit bandeau qui vous empêche de voir ce magnifique cover, fait que je vais l'enlever tout de suite parce que sérieusement, c'est très très beau. Je vais même vous montrer l'arrière. Fait qu'on est aux éditions Casterman, on est en shonen, c'est vraiment de l'aventure, mais avec une touche très poétique à la style Ghibli. Puis vous allez comprendre que c'est vraiment plus que style Ghibli, il y a un lien beaucoup plus fort que ça. Série qui est terminée en 2 tomes au Japon et qui est également une adaptation d'un film d'animation. Alors on y suit Van, qui est un ancien guerrier du clan des Rameaux Solitaires. Et le jour où l'empire de Zol décide d'envahir son pays, Van va tout perdre. Donc il va être le dernier survivant de son clan, il va perdre sa famille et il va finir emprisonné. Rien que ça. Dans cette prison, on le force à travailler, on lui fait faire des travaux forcés dans une mine. Et puis la mine où il est forcé de travailler est attaquée par une meute de loups spectraux. Bon, encore une fois, décidément un personnage qui a pas vraiment de chance dans la vie. Et donc au moment de l'attaque, il va être accompagné de la jeune Yona, la petite fille qu'on voit à l'arrière du cover, et il va essayer donc de profiter de cette attaque pour fuir, mais il va être poursuivi par l'Empire de Zol. La particularité de ces loups spectraux, c'est qu'ils transportent avec eux un virus qui est extrêmement dangereux pour les êtres humains, et donc Van va être touché par le virus tout de suite, mais par contre il semble immunisé, et donc en échange de ce virus, il va recevoir quelques pouvoirs qui vont un peu donner une twist différente à l'histoire. Alors, le manga fait vraiment ressortir l'ambiance Ghibli, puis c'est pas pour rien, c'est parce que, bon, comme je vous ai dit, c'est une adaptation de film, le film s'appelle également Le Roi Cerf, puis le réalisateur du film a travaillé très longtemps pour les studios Ghibli, avec Miyazaki, avec Takahashi, il a travaillé sur Princesse Mononoke, sur Mes voisins de Yamada, sur Kaguya, sur Pompoko, il a vraiment tous les grands films de Ghibli, il les a fait en tant qu'animateur, fait que c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'expérience dans le milieu. La relation entre notre personnage principal Van puis la petite Yuna est vraiment adorable, c'est vraiment impossible de pas craquer honnêtement. Le manga donc est adapté du film et le scénario semble pas précipité à la lecture du tome 1, c'est quand même assez lent pour dire que ça se termine en 2 tomes, donc pas quand même une mise en place assez longue. Mais on est vraiment dans l'univers, on s'inclut dans l'univers finalement quand on lit. Puis les dessins sont vraiment proches, comme vous pouvez le voir, de ce que pourrait faire Miyazaki. Donc vous aimerez si vous avez aimé Nausicaa ou l'Atelier des Sorciers par exemple. Alors c'était Le Roi Cerf. Donc on poursuit avec Crush of a Lifetime, qui est un webtoon des éditions K-Books, qui est un shoujo humour, qui est 4 tomes en cours en Corée, donc c'est pas terminé. Donc on va se plonger dans l'histoire de Yeji, qui a la cote auprès des garçons, mais elle reste une célibataire éternelle. Donc elle a l'habitude de noyer sa mélancolie dans les bonbons, donc qui ferait pas ça évidemment. Donc elle fait la rencontre de Ki-sung, qui est dans son dépanneur. Non, ok, on va recommencer. Ok, non, il était bien commencé, c'est juste moi qui ai mal lu. C'est bon. Donc, notre personnage va faire la rencontre de Ki-sung dans son dépanneur de quartier. Donc, pourquoi je marque le livre? Excuse. Je montrais le livre. C'est pas grave, ok. Donc, elle fait la rencontre de Ki-sung dans son dépanneur de quartier. Donc, depuis cette rencontre, et ce jusqu'au banc de l'école, tous deux devront se fréquenter. Yeji tombe sur son charme, en même temps, qui tomberait pas devant un bel homme comme ça ici. Donc, elle voit un amour secret à sens unique pour le magnifique Ki-sung. Pourtant, elle va être déterminée à le faire tomber amoureux d'elle. Donc, y arrivera-t-elle? C'est ce qu'on va suivre dans cette œuvre. Donc, c'est un manga coréen sympa à lire, pas trop fleur bleue, malgré qu'on pourrait rapidement croire que ça serait le cas. Il rentre pas trop dans les stéréotypes, mais il y en a qui peuvent en avoir malgré tout. L'humour vient alléger le côté romantique, justement. Donc, clairement, vous allez aimer, si vous avez aimé Chiburi, par exemple, ou Orimiya également, pour le côté sentimental, avec le côté psychologique également du personnage qui va se développer. Donc, c'était A Crush of a Lifetime.
Et notre dernier manga pour cette semaine est assez original, je dois dire. Ça s'appelle L'Arrache-Chair, avec un cover assez original, il faut le dire aussi, même sur l'arrière. On est aux éditions Akata, et c'est un CNN que nous on qualifierait de art et société, avec un peu de tranche de vie, mais avec une réflexion philosophique qui veut être amenée, ou psychologique qui veut être amenée à l'intérieur de cette œuvre. C'est un one-shot dont l'auteur est trans et non-binaire. Pourquoi je vous le signale, c'est parce que ça va avoir une importance pour la suite de mon explication. C'est un one-shot qui est un recueil d'histoires courtes en fait. L'auteur s'appelle Todo Ota. La petite anecdote, c'est qu'il a été assistant de l'auteur de Chainsaw Man. Et il va nous présenter donc ce one-shot sur la psychologie humaine. Donc, avec plusieurs questionnements. Comment est-ce qu'on avoue sa transsexualité à un père qui est mourant et qui est toujours en deuil de son épouse depuis des années? Comment est-ce qu'on peut arriver à communiquer avec sa mère sans la blesser alors qu'on n'a pas du tout le même mode de communication? Comment est-ce que va s'exprimer l'amour d'une mère pour son enfant, et puis jusqu'où elle va aller, jusqu'à quel sacrifice elle va aller pour le protéger. Donc c'est vraiment dans ce recueil qu'on apporte finalement des pistes de réponse à ces questions-là. Donc un recueil qui est vraiment teinté de mélancolie, de tendresse, qui va savoir vous toucher, sans l'ombre d'un doute, ça c'est certain. Un début donc fort prometteur pour l'auteur, parce que ça nous montre un peu son potentiel à faire chavirer nos cœurs de lecteurs. On a été vraiment agréablement surpris par la direction et par la qualité des histoires qui sont captivantes. Il y a une vraie maîtrise visuelle des planches, une originalité sur la construction des planches, une grande diversité aussi dans les histoires qui nous offre un peu un one-shot unique à lire. Et puis pourquoi je parlais du fait que l'auteur était trans et non binaire, c'est parce que finalement dans une des histoires il va nous raconter sa propre histoire, mais ce n'est pas l'histoire principale, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que l'auteur parle de lui mais sans vraiment parler de lui au début. Finalement il parle de lui à un moment donné, puis ensuite il part complètement sur autre chose, il n'est pas uniquement centré sur lui-même, et c'est ça qui est intéressant. C'est un manga que vous allez aimer si vous aimez les œuvres de Inyo Asano, notamment Errance qui est très autobiographique, ou évidemment les livres qui parlent plus de toute la thématique LGBTQ, donc comme Je ne suis pas née dans le bon corps par exemple. Donc avec Oto Toda, on retrouve encore un assistant de Tatsuki Fujimoto qui fait beaucoup de bruit. C'est pas le seul assistant qui finalement prend ses propres ailes, s'envole de ses propres ailes. Un auteur qui laisse vraiment indéniablement une trace indélébile sur ses assistants et ses mangaka. Donc je parle de Fujimoto évidemment, l'auteur de Chainsaw Man. Donc à savoir qu'il y a aussi une collaboration qui va être prévue entre Fujimoto et Todo Ota au Japon très bientôt en fait. Donc c'était L'Arrache-Chair. Donc c'était notre dernier manga de cette semaine, donc on se lance maintenant sur les tops de la semaine. Donc il y a le Roi Cerf ici, pour vrai c'est une lecture qu'on a tous dévorée et qui donne envie également d'aller écouter le film. Donc le Roi Cerf et également Que reste-t-il de nos rêves, parce que pour vrai, préparez vos mouchoirs, vous n'êtes pas prêts pour qu'est-ce qui s'en vient. Et de mon côté, pas de flop cette semaine, j'ai vraiment aimé toutes mes lectures, tout était vraiment cool, puis c'était très varié. J'ai pas le droit de mettre Soul Keeper parce que c'est une réédition, puis c'est la règle, jamais de réédition dans les tops, parce qu'il faut laisser la chance aux jeunes auteurs. Fait que mon coup de cœur cette semaine, ce serait L'Arrache-Chair, pour la façon dont l'auteur se livre lui-même, tout en parlant d'humanité, de psychologie humaine en règle générale, avec du fantastique, de la réalité, de la psychologie, un peu de gore. Tout est vraiment mêlé là-dedans, puis c'est très très bien géré. Alors merci beaucoup d'avoir écouté ce vidéo encore cette semaine avec nous. On va vous retrouver la semaine prochaine pour plus de nouveautés manga comme d'habitude. Vous savez qu'en août, des fois on a un petit peu moins de nouveautés, alors ça se peut qu'on ait moins de choses à vous présenter, mais on va espérer que ça continue à sortir. Dans tous les cas, on se retrouve aussi à l'Otakuton la semaine prochaine, ça c'est sûr qu'on y sera. Passez nous voir, salle d'exposition, Mangatech, comme d'habitude, on fait des activités, on fait des panneaux, on fait plein de trucs. N'hésitez surtout pas à venir nous voir. Puis bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et n'hésitez pas à commenter pour nous dire ce que vous avez aimé des lectures. Merci à tous et à la semaine prochaine. Bye!